Étienne en premier. Je suis sûr que t'as rien foutu comme d'habitude. Tu plaisantes. C'est toi, je suis sûr que tu bluffes. Bon, je te propose un deal. On compte ensemble jusqu'à 3 et on donne notre idée ensemble, ok? Ok. 1, 2, 3. Putain, mais t'as rien dit encore! Et toi non plus, je te signale. Ah putain, on va encore passer pour des branleurs. Et en plus, on a même pas de vrai flingue. Salut les internets, c'est les squatteurs de ciné et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Salut Thomas. Et bonjour l'ami Thibaut, aujourd'hui les gens on a squatté pour vous Free Fire de Ben Wheatley. Et avant d'entrer dans le vif du sujet comme d'habitude maintenant, Thibaut s'il te plaît, petite présentation. Petite présentation, c'est parti. Free Fire de Ben Wheatley, scénariste, monteur et réalisateur britannique de 45 ans. D'abord réalisateur de courts-métrages, il se fait connaître sur les internets grâce au blog qu'il tient avec sa femme, sobrement intitulé Mr. and Mrs. Wheatley, et à plusieurs vidéos virales à gros succès. Il enchaîne sur la pub et les réalisations d'épisodes de séries britanniques dont l'indéboulonnable Doctor Who, et commence sa carrière sur grand écran en 2009 avec Down Terrace. Son second film, Kill List, sorti en 2011, lui offre un beau petit succès critique et l'installe dans la sphère des réalisateurs à suivre. En 2012 sort Tourist ou Sightseers, produit par Edgar Wright, excusez du peu, et il réalise également un segment du film d'horreur à sketch The ABCs of Death. Prolifique, il réalise en 2013 A Field in England, petit film fantastique expérimental avant d'embrayer sur son plus gros succès à l'heure actuelle, I Rise, sorti en 2016 avec Tom Hiddleston. Côté casting, on sort l'artillerie lourde avec l'oscarisé Brie Larson aperçu dans Scott Pilgrim, 21 Jump Street ou Room. Cillian Murphy, l'excellent Tommy Shelby de la série Peaky Blinders et à l'affiche du prochain Nolan. Armie Hammer, dédoublé en jumeau Winklevoss chez David Fincher en Lone Ranger dans le film éponyme. Charlton Copley, le looping de l'adaptation ciné de l'agence Touriste, vu également dans District 9 ou Hardcore Henry. Et Sam Riley, découvert dans le très bon Control d'Anton Corbijn et présent dans Sur la route, adaptation du livre culte de Jack Kerouac. Eh bien écoute, voilà une présentation de fort bonne aloi l'ami Thibaut. Eh bien écoute, j'allais dire exactement la même chose. Je trouve que mes présentations sont de mieux en mieux. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Bon, en tout cas, puisque t'aimes toujours ça, est-ce que tu peux nous pitcher le film s'il te plaît, qui a l'air d'une complexité folle, une nouvelle fois malheureusement. C'est rien de le lire puisque le film nous raconte l'histoire d'une vente d'armes entre deux groupes de malfrats un peu bracassés qui va évidemment, sinon il n'y a pas de film, dégénérer en une espèce de longue fusillade qui est le cœur, pour pas dire le sujet du film. Tout un programme, mon ami Thibaut. Tout à fait. Donc cette vidéo va s'adresser à peut-être quelques centaines de gens qui seront intéressés par le film, parce qu'en fait le film est sorti à très peu de copies en France, environ 39 copies je crois. Il y avait très peu de monde dans ma salle, moi, une dizaine de personnes, dont 2 se sont barrés avant la fin. Moi on était 3. Bon bah voilà, tout est dit. Je suis même pas sûr que le film passe les 2 semaines d'exploitation, très sincèrement. Et pourtant il y avait quand même une belle caution derrière le film. Et oui, parce que malgré un petit budget, à peine 10 millions de dollars, Martin Scorsese himself a produit le film. C'est assez surprenant. On sait pas vraiment comment il s'est retrouvé embrigadé là-dedans. Enfin... Je crois qu'il avait aimé Kill List, un de ses précédents films, c'est peut-être pour ça. Mais c'est vrai que c'est un peu obscur, ça a été bien mis en avant sur l'affiche et sur la bande-annonce. Mais on comprend pas vraiment ce qu'il était allé foutre là-dedans, quoi. Est-ce qu'il aura vraiment apporté quelque chose au film? Quoique si, à la caution Scorsese, on la retrouve quand même plutôt pas mal. Il y a un fuck environ toutes les 20 secondes. Cocksucker, asshole, fuck, whirlpool, shake mon chien. Alors si le pitch du film est déjà relativement simple, en fait il en va de même pour sa structure, parce qu'après une petite introduction de une bonne dizaine de minutes, un quart d'heure, où on place rapidement les enjeux et les personnages, et bien tout de suite ça dégénère dans la fameuse fusillade qui est le cœur du film, et qui va jamais s'interrompre jusqu'à la fin. Donc 1h15, 1h20 de fusillade, c'est long, donc, parce que déjà que le film est un huis clos, donc on a une seule unité de lieu, si on ajoute à ça en fait une seule unité d'action, ça fait tirer sur 1h15. Mais surtout que le film dure simplement 1h30, donc 1h15 de fusillade sur 1h30 de film, c'est vrai que ça peut paraître un peu longuet. Mais moi je classe ça dans les films concept en fait. Les films concept ça a toujours quelque chose de très fort à la base, mais pour moi je trouve que ça a toujours du mal à passer au-delà de ce concept-là, et surtout sur du format long, c'est toujours un peu chiant et long. Et c'est un peu ce que je reprocherais à des réals comme Michel Gondry, qui je trouve très bon sur des formats courts, que ce soit des pubs ou des clips. Mais ces longs métrages, je les trouve un peu chiants. Moi, c'était un peu le cas, par exemple, sur Be Kind Rewind, où l'idée de base était super intéressante, mais tirée sur 1h40, je trouve ça vraiment trop long et trop chiant. Et là, Ben Wheatley, je trouve qu'il a complètement... il s'est pris les pieds dans le tapis, il est tombé dans ce piège-là. Et c'est un peu dommage, parce que son film, il n'est pas dépourvu de certaines petites qualités, quand même. Oui, c'est vrai, la fusillade en elle-même a de grosses qualités cinématographiques, on y reviendra un petit peu après. Mais disons que intégrer une séquence de 20 minutes dans un film, ça aurait été suffisant, largement. C'est vrai. Alors ce qui découle fatalement de ce qu'on vient de vous dire, c'est que du coup le film ne raconte pas grand chose. Non, c'est peu de le dire. Il y a même
pratiquement pas de dialogue à partir d'un certain moment, c'est assez surprenant. Ouais, d'autant plus que quand on voit la bande-annonce, le film nous a clairement été vendu comme du Tarantino. Et avec la grosse caution Scorsese derrière, on se disait oh, ça peut être pas mal, et puis finalement ça tombe un peu à plat. Ouais. Alors la grosse différence entre Whitley et Tarantino, c'est que même s'ils utilisent finalement un outil commun, la désinvolture, qui est présente dans leur film commun. Même si chez Tarantino, quand même, le mec passe pour un branleur, mais a un côté énormément travailleur. C'est un faux côté branleur chez Tarantino. C'est ça. Parce que dans ses films, notamment grâce à sa science des dialogues, il réussit toujours à donner un petit côté comme ça, désinvolte, un petit peu, qui sert à rien à certaines scènes, alors qu'en fait, c'est exactement le contraire. Là où chez Whitley, cette désinvolture, c'est juste du vide, il n'y a rien derrière. Ouais, c'est vrai que c'est d'autant plus bizarre parce que Whitley, c'est l'auteur de tous ses propres scénarios. Et donc là, je sais pas si ça passe pour de la paresse ou autre chose, j'en sais rien, mais en tout cas, sur Tarantino ou Whitley, les deux auteurs ont un seul et même outil. Il y en a un qui te raconte une histoire, l'autre qui t'en raconte pas. Bon, on vous laisse faire le choix de savoir qui des deux utilise ça. C'est vrai que peut-être que Whitley a voulu vraiment se focaliser son film sur l'action pure, mais encore une fois, sur 1h15, c'est long. C'est très long. Alors, comme on l'a dit un petit peu précédemment, je pense que ce qui manque cruellement à ce film, c'est un vrai talent de dialoguiste. Parce qu'environ toute la deuxième moitié du film, ou peut-être même là, il y a le dernier tiers pour être gentil, il n'y a quasiment plus aucun dialogue. Et ça manque vraiment cruellement pour donner de l'épaisseur de 1 au personnage et de 2 à une histoire qui est cruellement plate, quoi. C'est sûr. Alors, pour faire continuer un petit peu le parallèle avec Quentin Tarantino, on pourrait dire que ce film-là, Free Fire, ressemble un petit peu à Reservoir Dogs, et aussi un peu, pourquoi pas, aux 8 salopards pour le côté huis clos. Sauf que si Quentin Tarantino parvenait à utiliser la contrainte de l'unité de lieu pour en fait faire monter la tension entre les personnages, dans Free Fire, c'est plutôt utilisé pour simplifier l'action. Et ce qui est absolument dingue, c'est que ça empêche même pas le film d'être un espèce de joyeux bordel, quoi. Mais non, c'est facile, je t'explique. T'as un Irlandais, un Sud-Africain et un Noir qui rentrent dans une usine. Le Sud-Africain a vendu les M16 aux Libyens, le cocaïnomane a tailladé la face de la cousine du chauffeur taré la veille en boîte, le vieux avec les rouflaquettes qui est pote avec l'Irlandais va mettre sur la gueule au mec qui a mis la musique dans le camion. T'as compris? Non, c'est vrai que ça, c'est vraiment le gros point noir du film. C'est son aspect complètement confus, complètement incompréhensible. Je veux dire, que ce soit qui se bat contre qui, à certains moments, on ne comprend plus vraiment. La scénographie de la fusillade est complètement ratée. On n'arrive jamais à comprendre qui tire sur qui. Il y a même un personnage, à un moment dans le film, qui le dit. C'est assez asymptomatique du truc. Il dit, mais je sais même plus sur qui je tire. Enfin, voilà, c'est... Alors, je pense que c'est peut-être limite inhérent au cinéma de Ben Whitley. Son précédent film, I Rise, qui est sorti l'année dernière, moi, il m'a complètement laissé sur le côté de la route. Je ne suis pas du tout rentré dans ce film. J'ai pas compris les rapports qu'entretenaient les personnages les uns avec les autres, dans quelle direction ils partaient. C'était hyper bordélique, le montage était bizarre. Et pareil, Kill List, un de ses premiers films que j'avais pas trop aimé, je m'étais limite fait chier devant. Mais bizarrement, je trouve que c'est pas un cinéaste inintéressant. J'ai un rapport un peu ambivalent avec ce mec-là. Ses films sont un peu chiants, mais il a une touche intéressante et une patte vraiment, je trouve, sympathique. Alors je sais qu'on vient de dire que la fusillade n'était pas forcément ce qui avait de plus réussi dans le film, mais paradoxalement, c'est quand même sa plus grande force. Donc pas par sa scénographie, mais plutôt par son côté hyper réaliste, qui était quelque chose de recherché par Ben Whitley, notamment parce que pour écrire son film, il s'est inspiré de véritables archives du FBI, et notamment une fusillade qui a eu lieu lors d'un braquage dans les années 80 à Miami. Et donc ces personnages, quand ils sont blessés, ils sont véritablement blessés, c'est pas des super-héros. Et puis quand ils tirent, ils touchent pas toujours, et ils ratent même 98% du temps, quoi. Et oui, et c'est vrai que ça, c'est peut-être aussi d'autant plus renforcé parce qu'ils ont beaucoup fait d'effets pyrotechniques en live au moment du tournage. Il y a très peu de choses qui ont été rajoutées numériquement en post-production derrière. Et c'est peut-être ça qui rajoute cette espèce d'authenticité supplémentaire. C'est vrai qu'ici, on n'a pas affaire à un hit à la Michael Mann ou un film à la John Woo où les actions des personnages sont sublimées par les ralentis. On n'a aucun personnage qui est typiquement badass, non? Et c'est peut-être cette authenticité-là qui est peut-être le plus intéressante dans le film finalement. Mais au-delà de ça, le film aurait vraiment gagné à creuser un petit peu plus certains des aspects qu'il se contente d'effleurer. Je pense à deux choses. D'abord, le côté humoristique à l'anglais, un peu décalé, comme par exemple Edgar Wright, lui, sait si bien le faire. Ou alors certains des personnages qui ont des doubles, voire peut-être des triples rôles. Ça aurait permis peut-être d'apporter au film une intrigue à tiroir intéressante et d'être autre chose qu'une simple scène d'action étalée sur 1h30, quoi. Bon, il se passe quoi là du coup? Ils viennent de commencer à se tirer dessus. Ok. Et là, ils en sont où? Ils se tirent dessus. Et là, ils en sont où? Ils se tirent dessus. Et là, ils en sont où?
rester dessus. Alors reste malgré tout les personnages cyniques ainsi typiques au cinéma de Whitley. On a par exemple une scène où on a un des mecs qui pleure la mort de son meilleur pote alors que les autres en face sont en train de se foutre de sa gueule. Mais malheureusement tout ça, ça reste encore un petit peu trop superflu à mon goût. Je trouve que les personnages sont encore une fois trop stéréotypé alors qu'il a un casting qui est super solide et il s'appuie pas dessus. Et ça c'est la faute, comme on l'a dit précédemment, à un scénario qui manque cruellement d'enjeux scénaristiques et avec des dialogues qui sont pas à la hauteur de l'acabit de ces comédiens comme disent les jeunes. Et ça reste pour moi une des grosses énigmes du film, c'est pourquoi ces comédiens ont accepté de jouer là-dedans. Parce qu'au final, ils sont trop sous-exploités et ça, c'est vraiment dommage. À notre sens, le gros problème dans ce film-là et de manière générale dans les films de Ben Wheatley, c'est vraiment qu'on a l'impression qu'il est le seul à comprendre ce qu'il fait. C'est sans doute lié au fait que il est à tous les postes importants du film, que ce soit le scénario, la réalisation et même le montage. Même si c'est vrai que Amy James, sa femme, participe souvent au scénario et au montage de ses films. Le montage d'ailleurs, parlons-en, c'est quand même un des gros problèmes du film en termes techniques. Alors que Ben Wheatley se revendique des influences de Sam Peckinpah, ce grand réalisateur de western, mais on est quand même super loin de ce niveau. Finalement, ce qui manque peut-être à Ben Wheatley pour apporter un peu de lisibilité à ses films, c'est tout simplement un œil extérieur. J'accorde un petit 2 portages sur 5 à ce Free Fire. J'ai été particulièrement gêné par tous les aspects complètement bordéliques du film, sans compter que c'est un film extrêmement concept et qui oublie du coup de nous raconter une histoire. Bref, je ne retiens vraiment pas grand chose de ce film au final. Trop répétitif pour m'accrocher sur 1h30, j'accorde 2,5 pitbiches sur 5 au dernier Ben Wheatley. Si la forme peut paraître plaisante, quoique, l'histoire manque cruellement d'enjeux dramatiques et de personnages charismatiques pour tenir en haleine son spectateur. Bref, je ne me suis pas laissé berner par la roublardise de son réalisateur comme disent les jeunes. C'était les squatteurs de ciné, merci une nouvelle fois d'avoir peut-être regardé cette vidéo, d'autant que là on vient de passer tout pile les 1 an de la chaîne. Ouais, et on est à quelques clics à peine de franchir la barre des 1000 abonnés, donc on compte sur vous comme d'habitude. Cliquez sur abonner, partagez, likez. Voilà, rien que pour nous cette barre psychologique serait super importante, donc merci beaucoup de nous suivre toujours sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et surtout... N'oubliez pas, les films, c'est mieux au cinéma. Et sans popcorn, c'est toujours plus sympa. Ciao.